On va démarrer. Будем начинать. On va commencer cette dernière partie de notre événement, de cette journée très chargée, par deux prises de parole que je suis sûre vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. On a l'honneur de recevoir Yulia Navalnaya aujourd'hui à Paris. Et avant de passer la parole à Yulia, monsieur le maire du 11e arrondissement a tenu à nous formuler des mots d'accueil. D'abord, je voudrais aussi vous remercier, à vous, de nous accueillir dans ce magnifique lieu. On se sent très bien. Et pour tout ce que vous faites pour soutenir plus généralement le combat de la société civile russe. Geneviève Garrigos, bien sûr, aussi, pour tout ce que tu fais depuis tant d'années déjà en notre soutien. Merci beaucoup. Et je vous laisse la parole. Chers amis, chère Yulia Navalnaya, chère Olga, chère Geneviève, ça fait très plaisir de t'avoir à mes côtés pour vous dire ces quelques mots de bienvenue. Et c'est une véritable émotion qui nous étreint, mais aussi une grande fierté que de pouvoir ouvrir les murs de cette mairie pour accueillir les combattants des libertés que vous êtes. Nous appelons en France souvent les mairies les maisons communes. Ce sont les maisons dans lesquelles tous les citoyens, toutes les citoyennes de France ou du monde peuvent venir pour porter les valeurs qui sont celles de Paris, qui sont celles de cette ville des Lumières, qui ont toujours voulu faire prospérer les Lumières face à l'obscurantisme. C'est aussi un grand plaisir que de pouvoir accueillir une nouvelle fois Russie Liberté et son forum. Je dis une nouvelle fois car ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Et Russie Liberté, c'est bien plus qu'un simple rassemblement, c'est un espace de dialogue, d'engagement, de solidarité. C'est une forme de réponse collective face à l'oppression, une réponse collective qui se construit ensemble, jour après jour. Nous réaffirmons ici, avec Geneviève, notre soutien total à ce combat et donc aussi à l'association Russie Liberté, dont le travail remarquable pour la défense des droits humains force le respect. Dans ce contexte international de plus en plus tendu, cet engagement est non seulement courageux, mais absolument essentiel. Et je tiens à saluer tout particulièrement l'ensemble des intervenants et des organisateurs de ce forum aujourd'hui, et tout particulièrement, bien naturellement, Yulia Navalnaya. Votre présence ce soir, Madame, incarne avec force le courage, la dignité, la persévérance face à l'autoritarisme, face à la violence aveugle d'un pouvoir sans limite. Et si le pouvoir est sans limite, c'est notre dignité d'être humain qui fait que nous trouvons, malgré toutes ces oppressions, la force de nous dresser, la force de dire non, la force de construire ensemble un réseau, c'est ensemble qu'on est plus fort, de construire ensemble un réseau qui fait que même si l'un ou l'autre d'entre nous, de ce réseau, est atteint, les autres sont là pour reprendre le combat et le poursuivre. C'est le sens de votre présence aujourd'hui, Madame, et c'est le sens aussi de ce réseau que vous représentez chacune et chacun d'entre vous. Du fond du cœur, un immense merci. Car ce forum s'inscrit dans un moment, dans un contexte qui est particulièrement grave.
Depuis trop de semaines, de mois, d'années, la guerre menée par la Russie en Ukraine s'intensifie. Tout récemment encore, l'offensive d'une ampleur inédite a visé les infrastructures gazières ukrainiennes, menaçant des millions d'habitantes et d'habitants civils à l'approche de l'hiver. Ce qui montre d'ailleurs, j'ai entendu le président ukrainien dire que c'est vraiment une attaque gratuite pour saper le moral des habitantes et des habitants d'Ukraine, alors qu'il ne s'agissait pas d'objectifs militaires. Et utiliser ainsi les populations civiles comme levier dans la guerre, c'est non seulement abject, mais c'est légalement interdit par les conventions internationales, celle de Genève en particulier. Et à ce titre, cela doit appeler la plus ferme des condamnations. Je sais ici que je prêche devant des personnes qui sont convaincues. Le réseau que j'évoquais tout à l'heure, que vous formez, doit aussi nous inspirer pour faire en sorte que nos sociétés qui deviennent trop tolérantes, je crois, s'habituent à la guerre, aux guerres, à l'irrespect des droits humains. Eh bien, c'est aussi notre dignité que de nous lever et de dire non. C'est pas parce que c'est la énième fois que cela arrive que nous devons nous accoutumer, prendre l'habitude. Nos sociétés occidentales sont vulnérables, notamment parce qu'elles perdent l'habitude de réagir. Et il faut des hommes et des femmes de bonne volonté comme vous pour se dresser toujours et continuer à dire non, parce qu'il n'y a pas d'accoutumance avec la guerre et sa barbarie. Sur le plan diplomatique, les négociations sont dans l'impasse. L'Europe, je suis un homme optimiste, et donc je veux toujours voir des lueurs d'espoir, voir une forme de mobilisation de l'Europe à Copenhague, avec les dirigeants européens qui ont réaffirmé la nécessité de renforcer la défense de ce continent et des valeurs qu'il porte. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé que nous sommes engagés dans une confrontation directe avec le régime russe et que l'Europe doit se réarmer pour défendre ses valeurs et protéger ses citoyens. Tout cela est très bien. Malheureusement, une nouvelle fois, ce sont encore des mots. Des mots, certes, qui ont leur importance quand ils viennent des plus hauts responsables européens, mais depuis trop longtemps, nous attendons des actes, un réarmement de l'Europe, le fait qu'elle agisse et qu'elle dise, non pas qu'elle dise, mais qu'elle fasse stopper ces agressions et ces agressions russes sans limite. Dans ce contexte, je crois que chacune et chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer, et nous aussi, les collectivités locales, nous avons aussi un rôle. Certes, il n'est pas du même ordre, mais nous voulons que Paris, et que cet arrondissement en particulier, soit et reste une terre d'accueil. Une terre d'accueil des personnes qui cherchent un refuge, mais aussi une terre accueillant les luttes sociales, en soutenant et en s'associant à des initiatives comme aujourd'hui. Nous sommes aux côtés de celles et ceux qui défendent la paix et la liberté d'expression, les droits humains, souvent au péril de leur vie. Paris est une ville refuge, et la maire de Paris l'a souvent rappelé, nous participons à l'accueil des personnes exilées, des journalistes indépendants, des militants des droits humains. Et ce forum est l'occasion de réaffirmer aussi notre soutien aux médias libres, comme Novaya Gazeta Europe ou The Bell, qui continuent d'informer malgré la censure et l'exil. Ce soir, comme vous toutes et tous, nous avons évidemment, et votre présence nous le rappelle sans cesse, une pensée particulièrement émue pour Alexeï Navalny, cette figure emblématique de l'opposition russe, dont le combat pour une Russie libre et démocratique continue d'inspirer bien au-delà des frontières de la Russie. Et sa disparition tragique ne doit pas faire taire les voix qui s'élèvent contre l'autoritarisme, mais quand je vous vois si nombreuses et nombreux ce soir, je me dis que son combat et son message continuent de vivre. Dans cette continuité,
dans cette continuité et fidèle aux valeurs que nous portons ici, dans cette ville, dans cet arrondissement, j'ai présenté avec l'ensemble des élus de l'arrondissement, relayé par le Conseil de Paris, un vœu qui a été adopté, donc d'abord ici, puis ensuite par le Conseil de Paris, pour honorer la mémoire de Boris Nemtsov. Ancien vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, opposant de premier plan, assassiné le 27 février 2015 à quelques mètres du Kremlin, son meurtre est survenu quelques heures après son appel à manifester contre la guerre dans l'est de l'Ukraine. Il reste un symbole glaçant de cette répression politique aveugle en Russie. Et donc, dans quelques semaines ou mois, nous aurons un lieu à Paris qui portera le nom de Boris Nemtsov. Oui, c'est fait. Vous l'aurez, Geneviève me rappelait que nous l'avions fait, mais je pense que vous avez tous en tête la même démarche, évidemment, pour Alexeï Navalny. Vous l'aurez compris, nous sommes particulièrement honorés et mobilisés pour vous accueillir ici, pour accueillir cette nouvelle édition du Forum Russie Liberté, pour vous accueillir, Madame, et pour faire de cette maison commune un lieu d'échange, mais aussi un espace de mobilisation. Car la paix, la justice et la vérité ne sont jamais acquises. Elles se construisent ici comme ailleurs par l'engagement de chacune et de chacun, par le fait que nous avons toutes et tous, de là où nous sommes, un rôle à jouer, une mobilisation à construire. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Merci à Russie Liberté pour son engagement indéfectible. Et merci surtout à toutes celles et ceux que vous êtes, qui par votre courage faites vivre l'espoir d'une Russie libre. И теперь я скажу уже по-русски. Et maintenant, je vais passer au russe. Donc, nous sommes très, très heureux de vous recevoir et que vous ayez pu nous rejoindre. Nous sommes très heureux de voir que vous continuez la lutte de votre mari, de votre époux. Je peux vous dire qu'à Paris, nous avons organisé beaucoup de manifestations en soutien à Alexeï Navalny quand il était encore en vie, et c'était des manifestations qui étaient les plus de plus grande ampleur. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui pleuraient, qui criaient et qui parlaient de sa contribution dans notre lutte pour la Russie démocratique. Et je pense que c'était vraiment très important, et c'est très important pour nous de voir aujourd'hui que vous continuez son combat et son travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olga. Just to thank you. Je vais dire juste quelques mots en anglais, et juste pour vous dire que je suis très contente d'être ici et que c'est très important tout le travail que fait Russie Liberté avec le diaspora russe. Et pour nous, c'est très important aussi de le voir. Ça nous donne de l'espoir, et je pense que tous ces efforts porteront leurs fruits, et notamment pour tous les Russes qui ont besoin de cette communauté, des personnes qui vivent en exil aussi ici en France. Merci beaucoup à vous. Et maintenant, je vais enfin passer aux Russes. Donc, salut chers amis, et je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci à Russie Liberté pour cette organisation, pour cette invitation. En fait, moi j'avais marqué, j'avais un choix difficile à faire, puisque j'avais prévu depuis longtemps une participation à une conférence en Suède, une conférence des conservateurs européens. Mais en fait, ce n'est pas vrai, puisque quand Olga m'a invitée, je n'ai pas hésité une seule seconde, et j'ai
je savais direct que j'allais vous rejoindre, vous ici, et pas les conservateurs suédois, même si ce sont des personnes tout à fait gentilles. Vous vous souvenez qu'en 2017, lors de la campagne présidentielle, Alexei faisait la tournée des villes russes et il continuait de donner des interviews aux médias locaux russes. Et souvent, les journalistes internationaux étaient un petit peu fâchés ou déçus en disant « Mais pourquoi vous préférez parler à un petit journal local ?» au lieu de nous parler, nous, à la chaîne ABC, par exemple. Mais moi, je savais très bien pourquoi elle le faisait. C'est parce que ces habitants locaux, c'est la petite chaîne locale qu'ils regardent. Et donc, quand j'ai compris que j'avais enfin une possibilité de parler en russe et être présente au plus grand événement du diaspora en Europe et de rencontrer des personnes qui font quelque chose de leurs propres mains tous les jours. J'ai pas hésité une seule seconde. Donc, chers amis, je suis vraiment très très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Nous avons un destin commun et la plupart de vous ne voyez pas votre vie en dehors de la Russie et moi c'est mon cas. Donc la plupart de vous ont été contraints de quitter la Russie, ce n'est pas votre souhait et moi c'est mon cas également. Et je pense que la plupart d'entre vous envisagent et prévoient de revenir en Russie. Moi, je suis sûre que j'y reviendrai. Et bien sûr, nous sommes très différents en même temps, et c'est très important, c'est très bien, puisque c'est cette diversité qui nous donne cette force. Et c'est ce matin, j'ai écouté un petit peu les tables rondes ici, et voilà ce que j'ai compris. Je pense que vous sous-estimez votre force. Moi, j'écoute et je lis beaucoup ce qui se dit dans l'espace médiatique russe. Et parfois, je suis déçue, je ne le cache pas. Parfois, on nous dit mais pourquoi il n'y a personne qui pourrait nous réunir tous ensemble? Pourquoi on n'a pas un remède magique pour venir à bout de Poutine? Donc, c'est de là que je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez, dans mes interviews, souvent on me pose la question, surtout les journalistes internationaux, mais quand enfin l'opposition russe va se réunir? Bon, peut-être que vous allez enfin y parvenir cette fois-ci. Dans ce cas-là, vous aurez l'organe uni de l'opposition qui vous dira ce qu'il faut faire. Et surtout, il y aura quelque chose, une connaissance secrète de comment on peut venir à bout de Poutine. J'imagine que vous entendez du sarcasme dans ma voix. C'est difficile de ne pas le remarquer. Ça fait 20 ans que je surveille cette situation et c'est difficile de se passer de sarcasme. Mais ce n'est pas parce que j'ai une mauvaise attitude envers les personnes qui essayent de former cet organe principal de l'opposition, qui essaie de définir qui est le plus grand leader parmi les leaders. En vrai, je n'y crois pas vraiment. Et je vais essayer de vous l'expliquer avec un exemple. J'espère que vous le savez, il y a 3 semaines, j'ai annoncé le début d'une campagne avant les élections de la Douma et contre Poutine et contre son parti de pouvoir. C'est assez clair et évident. Poutine, c'est notre ennemi principal, n'est-ce pas? Peut-être, si vous ne le pensez pas, peut-être vous êtes entré par la mauvaise porte. Bon, on va vérifier. Est-ce que c'est Poutine qui est notre ennemi principal? D'accord. Bon, je vois que je peux continuer. Très bien. Alors, Poutine, c'est notre ennemi principal, ennemi premier. Il s'appuie sur son pouvoir, son parti, la Russie unie. Les élections se tiennent en moins d'1 an et il devra manifester un soutien universel et l'amour universel envers son parti. Et s'il y a de moins en moins de ce soutien, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc il faut écraser cette Russie unie. Il faut la critiquer. Et il y a des raisons pour la critiquer. Pour la guerre contre l'Ukraine, pour la pauvreté,
pour des problèmes à l'intérieur de la Russie, pour les promesses non tenues, pour le pillage, pour les hôpitaux qui ne marchent plus, pour les routes qui sont abîmées. Je vous propose de lutter contre ce parti avec les instruments politiques classiques. Ce qui va aller contre Poutine directement, qui va frapper directement sur Poutine. Même si le résultat des soi-disant élections de Poutine et Pamfilova, nous le savons déjà, nous pouvons arriver à ce que, au sein de la Russie même, ce résultat ne soit pas perçu comme véritable, comme vrai. Mais il faut commencer dès aujourd'hui. Et il faut mener une campagne d'agitation pendant toute l'année, campagne de manifestation. Il faut tous les jours parler des mensonges, de pillage et des crimes du régime poutinien. Et j'ai fait un appel à tout le monde de me joindre. Et heureusement, beaucoup de projets politiques, y compris surtout les projets régionaux, m'ont rejoint en disant « Génial, oui, on va écraser la Russie unie ensemble. Parfait. Ben, super. » On n'avait pas besoin d'organiser une conférence avec un buffet, avec une soirée. Il ne fallait pas chercher l'accord des leaders d'opposition. Si le projet te plaît, tu le soutiens. Si le projet ne te plaît pas, tu ne le soutiens pas. Moi-même, je fais pareil. Et je pense que c'est la seule stratégie qui peut avoir lieu. Et on n'est pas obligé de regarder quelqu'un de bas en haut. On ne doit pas attendre l'autorisation. Il faut juste agir. Et je peux dire aussi que chaque initiative qui marche au sein de notre pays, de la Russie, chaque projet qui a des buts et des objectifs concrets, chaque groupe de militants qui comprend ce qu'il fait, tout ça a beaucoup plus d'importance et de sens que n'importe quel homme ou femme politique comme moi qui intervient à des conférences. Si vous avez une chaîne Telegram régionale comme Simon Kochkin qui a sa chaîne Là, tu vas, je suis en colère, vous êtes déjà un leader d'opposition. Je peux vous dire qu'un leader d'opposition, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus important qu'un ex-président ou un ex-député. Parce que chaque jour, vous interagissez avec des milliers de personnes et ils vous écoutent. Ou peut-être vous avez pu créer une grande communauté de militants et de militantes qui travaillent sur un sujet, qui ont un agenda, comme par exemple la résistance féministe anti-guerre créée par Daria Serenko. Vous êtes déjà un grand pouvoir politique. C'est 1000 fois plus important en tant que force politique que n'importe quel groupe d'hommes politiques ou de femmes politiques qui est très préoccupé par beaucoup de questions dans le monde. Parce que vous avez un agenda, vous avez un public cible bien défini et vous pouvez voir les résultats de votre travail quotidien minutieux. Ou peut-être si vous organisez un travail quotidien très complexe pour aider les prisonniers politiques, comme le fait Ksenia Fadeva. Vous êtes déjà un acteur politique très important. Je vois que Ksenia frémisse un peu. Je suis désolée, Ksenia, mais je dis la vérité. Tu es 100 fois plus importante en tant que femme politique que n'importe quel expert qui donne des commentaires sur un tel ou un tel sujet parce que tu aides des centaines de personnes tous les jours. Et je peux continuer très longtemps parce que la société civile russe a de quoi être fière. Puisque nous avons beaucoup de projets qui marchent, qui fonctionnent, des médias indépendants, des réseaux de solidarité, des initiatives de défense des droits de l'homme, des projets régionaux qui ont été créés par des personnes ordinaires qui n'ont pas demandé la permission ou l'autorisation à quelqu'un, mais qui l'ont fait parce que leur cœur leur a dicté de faire ça.
On peut parler de n'importe quel projet, n'importe quel groupe de militants qui comprend leur public cible, leur but, leurs valeurs et qui les prône. Vous êtes tous des gens bien. Vous faites de bonnes choses. C'est pour ça que Poutine nous déteste, vous déteste, et qui met énormément d'étiquettes sur nous. Il poursuit vous et nous, nos familles, parce que pour lui, nous sommes comme une arête en travers de la gorge. Parce que pour lui, c'est un problème. Et si vous laissez tomber la Russie, vous n'allez pas causer de problèmes politiques au régime de Poutine. Si vous faites partie de ce chœur de voix qui disent « il n'y aura jamais rien de bien en Russie, il n'y a jamais eu de démocratie en Russie, on ne pourra jamais la construire, il faut juste construire une barrière tout autour, comme autour d'une grande Corée du Nord », etc., etc., etc. Poutine aime bien ces gens qui parlent comme ça. Ce sont les gens qui lui donnent un bon coup de main. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu de gens comme ça ici, dans cette salle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. Je vois que vous faites quelque chose. Vous ne vous laissez pas faire, vous ne baissez pas les bras. Et si jamais nos chemins se croisent, et vous décidez de participer à l'un des projets que moi et mon équipe nous avons lancés, nous allons toujours être ravis de vous accueillir, sans condition préalable. J'aimerais terminer par des mots très simples. Peut-être pour certains, ça peut sonner comme une banalité, mais je pense que la discussion politique en russe fait trop attention à des petits détails, à des nuances sophistiquées. Et c'est très rare de prononcer des choses très simples, des choses très basiques. Tout d'abord, le leadership découle de l'initiative. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie de commencer un travail pratique, personne ne choisit des leaders, personne ne désigne des leaders. Celui qui agit devient un leader. Deuxième chose, on unit spontanément, on s'unit, on se rassemble autour des projets, des idées, pour faire quelque chose de bien, de sympa ensemble. On n'a pas besoin d'organisation, de bureaux, de déclarations, d'associations. Il faut juste avoir le même regard, la même position et envie de travailler ensemble. Moi, je peux dire que je suis heureuse d'accueillir toutes et tous qui peuvent joindre, qui veulent soutenir un projet. Et moi, je suis toujours prête à soutenir de bonnes initiatives, peu importe qui propose une initiative. Et troisième chose, il n'y a pas une solution magique pour tous les problèmes. Parce que s'il y avait une solution magique, elle sera déjà trouvée. Je pense que si quelqu'un fait une chose et l'autre personne fait une autre chose, ça veut dire que la première personne fait tout comme il faut et l'autre fait tout de travers. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, plus il y a de militants, d'activistes pour lutter contre Poutine, pour frapper sur le régime, de tous les côtés, de tous azimuts, mieux c'est. Ça nous donne plus de chances de trouver à tâtons, peut-être, ce point faible. Et c'est là où va advenir ce que nous attendons tant. Nous pouvons rentrer en Russie, nous pouvons appliquer toute notre force, notre énergie pour déblayer tout ce qui a été détruit, créé, démoli par Poutine et ses amis. Et nous allons rendre notre pays libre, européen et heureux et paisible. Et c'est à ce moment-là où on va se rendre à la conférence chez les conservateurs européens. Merci. Merci beaucoup.